Bonjour, bienvenue. Prenez un micro parce que précisément, Bonjour. vous avez un micro. On va commencer par vous. Donc le sujet ce matin, c'est les nouveaux métiers dans les villes. Et je pense que vous êtes effectivement un bon exemple. Vous allez nous expliquer ce qu'est Stuart et qui montre en fait comment les exigences croissantes à la fois des consommateurs pour un service de plus en plus personnalisé et les exigences des villes qui souhaitent mieux préserver l'environnement et surtout la santé, la qualité de vie de leurs administrés. Tout ça allié aux nouvelles opportunités qu'offre le digital et donc tout ce qui est développement de l'économie collaborative, ça permet en effet de créer de nouveaux types d'emplois comme ceux que vous, je vais dire, employez entre guillemets. Expliquez-nous ce qu'est Stuart. Bonjour, merci pour cette invitation. Donc Stuart, c'est une plateforme que nous avons créée il y a 1 an et demi avec mon associé Clément Benoît. Alors qu'est-ce que Stuart? Stuart, c'est tout simplement une technologie, avant toute chose, une plateforme technologique qui connecte des commerces, des petits commerces, des moyens commerces, des chaînes comme Franprix, comme Monoprix, avec une flotte de livreurs indépendants. Donc on a sur une application smartphone une flotte de livreurs indépendants, des piétons, des vélos cargo pour la très large majorité, qui ont la faculté de se connecter, de se rendre disponibles et dès lors d'effectuer tout simplement des courses qui sont initiées par des commerces qui se trouvent géographiquement proches. Alors, la thématique de la ville et la vision écologique qu'on porte, elle s'est construite sur plusieurs constats. D'abord, en fait, vous avez aujourd'hui dans une ville comme Paris, il faut le savoir, chaque jour, 100 000 véhicules motorisés qui sont en train d'effectuer une course. Ces 100 000 véhicules motorisés sont responsables de 40% des gaz polluants dans une ville comme Paris. Donc c'est plus du tout un micro-phénomène, c'est devenu quelque chose d'assez significatif. Et ce qui est paradoxal, c'est que ces 100 000 véhicules, pour une très grande majorité, vont effectuer des courses qui sont parfois de quelques centaines de mètres. À titre d'exemple, en fait, toute l'industrie typiquement du supermarché, donc les Monoprix, les Franprix, ont historiquement toujours fait appel à des camionnettes, alors que 80% de leurs courses se situaient à une distance de moins de 1 km. Donc il y a une idée de technologie qui vient aussi au service de la ville, reconnecter finalement les individus, les commerces, avec finalement d'autres individus, des piétons, des vélos cargo, qui vont pouvoir justement se substituer à ces modes passés pour avoir une vision un peu plus clean du futur que l'on veut construire. Mais qui sont les conducteurs de ces vélos cargo? Est-ce que vous diriez que vous êtes en quelque sorte le Uber à bicyclette, le Uber de la livraison? Est-ce qu'on peut faire un parallèle? Alors le parallèle technologique, on s'en honorerait volontiers, puisque la technologie chez Uber, c'est quand même un élément important. Le parallèle social, certainement pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, nous, ce qu'on a créé, c'est tout simplement une plateforme qui met en relation des individus, des sociétés, avec d'autres sociétés ou des auto-entrepreneurs. Comment a fonctionné et fonctionne le marché du transport depuis des années? FedEx n'a pas de salariés. UPS n'a pas de salariés. Chronopost n'a pas de salariés. Aujourd'hui, en fait, toutes les entreprises de transport qui existent ont toujours fait appel à des cascades de sous-traitants et, in fine, la personne qui vous remet le colis est généralement un artisan indépendant ou alors un salarié d'une petite structure. Ce sont ces mêmes gens que l'on adresse et ce sont à ces mêmes gens que l'on offre la possibilité de se connecter sur une plateforme et de manière flexible d'accepter les jobs qui leur sont proposés de manière tout à fait automatique. Et vous, combien de personnes, comment on appelle ça alors, les stewards, je ne sais pas, est-ce que vous avez un nom pour les contributeurs de cette plateforme? Combien vous en avez et où d'ailleurs? C'est uniquement Paris ou... Alors on a ouvert notre service à Paris, à Lyon ainsi qu'à Barcelone. On ouvre cette semaine à Lyon. Ça date de quand en fait, Paris? Depuis quand? Paris, c'était en avril dernier. C'est très récent. Avant l'été, Londres et Barcelone, et puis fraîchement Lyon. Donc l'objectif, c'est avant tout une vision internationale et d'importer cette même logique dans plusieurs villes en Europe notamment. Ça se fait pas encore dans d'autres villes étrangères? Vous n'avez pas de concurrence en fait? Il y a des formes de concurrence. Il y a tout un tas de modèles qui se développent sur ces industries. On a des modèles type le crowdshipping, c'est-à-dire la mise en relation totalement entre particuliers cette fois-ci pour des prestations de transport. Donc il y a des sociétés, typiquement, vous allez faire une course et vous allez pouvoir sur le chemin prendre une course de votre voisin. Donc ça, c'est un modèle qui existe, notamment beaucoup aux États-Unis.
il existe un petit peu aussi en France. Il y a des modèles un peu moins technologiques, avec des sociétés de courses traditionnelles. Donc il y a un environnement qui est assez concurrentiel. On est, je pense, aujourd'hui l'acteur qui est le plus avancé avec cette vision au service des entreprises, des petits commerces, en leur donnant justement cet accès à cette technologie et à cette communauté de livreurs indépendants. Merci pour cette présentation, Benjamin. Alors, bon, sans aller forcément jusqu'à la technologie de Uber, ni même peut-être celle de Stuart, on voit bien que nombre de ces nouveaux métiers urbains aujourd'hui, qui s'appuient fortement sur la digitalisation, la généralisation des smartphones, etc., requièrent des compétences particulières, hein, des compétences en développement web, et qui sont en fait des métiers connus pour être des métiers sous tension en ce moment. Je crois, Sophie Vigier, que vous avez des chiffres qui montrent, enfin des estimations, des projections dans les prochaines années. Enfin, c'est pas vous qui les détenez. Vous allez être très déçus. Vas-y. Qui montrent en fait que la création d'emplois dans ces métiers-là va être extrêmement importante et sans commune mesure en fait avec les disponibilités de compétences. Qu'est-ce que vous m'avez dit? C'est sûr. Alors en revanche, je vais vous décevoir, je n'ai absolument aucun chiffre. D'ailleurs, je mets bien au défi qui que ce soit de nous fournir des chiffres pour savoir combien... Il y a des chiffres qui circulent. Ah oui, enfin c'est surtout c'est des projections. C'est personne n'a sa boule de cristal pour savoir vraiment de combien de développeurs on aura besoin. Après, on entend parler de plein de chiffres. Par exemple, on aura besoin de 40 000 développeurs d'ici 2017. J'ai même entendu une journaliste me dire qu'on parlait de 900 000 emplois d'ici 2030. Enfin bref, on peut dire ce qu'on veut, peu importe. Ce qui est certain, c'est qu'on a des entreprises. Voilà, exactement. C'est qu'il y a plein d'entreprises qui se plaignent de ne pas trouver de développeurs pour pouvoir développer leurs projets. Et donc il y a une pénurie. Il y a une tension. Il y a eu un rapport de Tariq Krim qui avait été rendu au gouvernement, je crois, il y a 3 ans, qui peut-être était certainement plus précis que mes propos, mais qui indiquait en effet qu'on avait un cruel manque de développeurs. De toute façon, vous ne serez pas passé à côté du fait que tout est en train de se digitaliser et que du coup, évidemment, il faut bien des personnes pour pouvoir créer tous ces sites, ces applications, ces web applications, c'est même les interfaces de tout ce qui est objet connecté, etc., etc. Donc vous, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Ce que je fais par rapport à ça, j'ai une petite goutte dans la mer, mais bon, on a créé en 2010 une école qui s'appelle la Web Academy. Le constat a été d'un côté, en effet, de s'apercevoir qu'il y avait une immense pénurie de développeurs web, et surtout de l'autre côté, puisque ça s'est créé à l'initiative d'une association qui s'appelle ZUP Deco, qui lutte contre le décrochage scolaire. Et l'idée, c'était de s'apercevoir qu'en fait, on a toute une frange de la population, qui sont des jeunes, qui ont décroché pour X raisons du système scolaire, et que ces jeunes-là, parmi eux, il y en a plein qui sont tout à fait passionnés d'informatique, et qui sont tout à fait capables, suite à une formation, de pouvoir devenir développeur web et accompagner du coup évidemment la croissance économique numérique française. Donc la Web Academy a été créée en 2010 avec une promotion pilote et où nous avons travaillé justement avec Mosaïque RH parce que c'était difficile au départ, la Web Academy n'étant pas connue, il fallait bien essayer de trouver quels étaient ces jeunes. Ils sont difficiles à approcher, c'est pas si évident que ça en fait de pouvoir... J'allais vous poser la question, comment vous les recrutez entre guillemets vos élèves? Alors, maintenant, c'est plus simple. Au début, on avait vraiment besoin de quelqu'un qui allait chercher profondément dans une population qu'on ne connaissait pas. Maintenant, on est beaucoup plus connus. On a justement le plaisir d'avoir la presse qui parle de nous. Et puis, on a tissé un réseau avec tout ce qui est mission locale. Toutes les missions locales, les maisons de l'emploi, on a les écoles de la seconde chance aussi qui nous adressent des jeunes, et puis on a aussi l'EPID. Donc tout un écosystème en fait qui nous permet de sourcer, et puis tout simplement des candidatures spontanées, et très souvent des mamans qui recommandent à leurs enfants de candidater pour la Web Academy parce qu'elles l'ont vu dans le journal, dans la presse ou à la télé. Donc la formation, c'est une formation qui se fait en 2 ans. Il y a une première année intensive pour apprendre le métier de développeur. Et il y a une deuxième année qui est très importante, qui est une année en contrat de professionnalisation, qui permet à ces jeunes de pouvoir reprendre confiance, s'assurer qu'ils sont capables de travailler dans une entreprise, et qui permet aussi aux entreprises de dépasser parfois des stéréotypes, parce que malheureusement, nombreux sont ceux qui pensent que quand on n'a pas le baccalauréat, c'est parce qu'on est un abruti ou autre, alors que non, pas du tout. Il y a bien d'autres raisons qui font qu'on peut décrocher scolairement. Je ne sais pas si vous avez dans votre entourage des jeunes qui ont décroché, mais je crois que ça concerne de plus en plus de personnes. Donc la formation, elle est en 2 ans. Elle se fait chez Epitech, qui est l'école de l'expertise informatique, donc une école d'excellence. Et grâce à cette formation,
on a pu remettre en emploi, là on a certifié 101 web académiciens et tous nos jeunes sont en emploi. C'est-à-dire qu'on a 95%, c'est pas du, on peut le vérifier, on va mettre sur un mur tout le nom de ces jeunes et l'entreprise dans laquelle ils sont. On a 95% des jeunes qui sont en emploi. Ceux qui ne le sont pas, c'est parce qu'ils sont sur des projets personnels. Mais donc ça marche très très bien et ça permet, c'est un véritable ascenseur social, ça permet de proposer et d'offrir l'opportunité à toute une population qui était écartée de rejoindre et de sauter dans le train quand même de l'Eldorado du numérique qui profite à bon nombre pour l'instant et pas assez, je trouve, aux populations qui sont éloignées à la base du numérique. Merci beaucoup Sophie. Anne, on va voir avec vous qu'il existe aussi des nouveaux métiers dans la ville aujourd'hui qui ne sont pas spécifiquement liés aux nouvelles technologies. Ça existe aussi. Et c'est le cas de Voisin Malin. Donc expliquez-nous ce que c'est Voisin Malin en fait. Dans un premier temps, je pense que comme ça, tout le monde saura de quoi on parle exactement. Et c'est une initiative extrêmement intéressante qui mérite d'être connue. Déjà, Voisin Malin, on n'est pas dans la ville-centre. On est dans la ville où il n'y a pas beaucoup de commerce et il n'y a pas beaucoup de services. On est dans les banlieues qui sont quand même environ 5 millions d'habitants, les banlieues populaires. Il y en a à peu près, il y a 1300 quartiers recensés en France. Et ça fait quand même 5 millions d'habitants qui se vivent souvent comme des sous-citoyens, enfin, ou des citoyens en tout cas de second rang, puisque ils n'ont pas de bus ou pas beaucoup de passages, peu de commerce, peu de livraison, pas d'urgentistes, etc. Et d'ailleurs, ces personnes font partie des gens qui vont le moins voter au moment des élections. Donc c'est sur ce constat que j'ai créé Voisin Malin il y a maintenant un peu plus de 5 ans, dans l'Essonne, avec l'idée qu'il fallait que les habitants dans ces quartiers reprennent confiance dans la société dans laquelle ils sont, et ça commence par prendre confiance en eux-mêmes, en leurs voisins, et ensuite puissent accéder à différentes opportunités et être capables d'agir sur leur vie de tous les jours de manière un peu plus comment dire, gratifiante, et trouver leur place dans la société. Donc Voisin Malin, pour ça, il fallait aller trouver ces personnes chez elles. Par exemple, les services sociaux attendent que les gens viennent et les gens ne viennent pas, n'ouvrent pas les droits. Il y a souvent 50% des gens qui ont droit, par exemple, au RSA qui ne vont pas le chercher. Bon, ça commence là. Pour les emplois, c'est la même chose. Donc il faut faire le mouvement d'aller voir les gens chez eux. Et pour ça, il faut le faire de manière professionnelle. Les associations sont fatiguées, les gens qui sont dans les associations ont d'autres vies, et puis ils font ça par plaisir ou par des convictions politiques. Mais si on veut changer vraiment de manière massive la situation, il faut organiser ce service qui est d'aller reprendre contact avec les gens. Et donc c'est ce métier qu'on a inventé, Voisin Malin. Ce sont des habitants comme vous et moi qui sont juste un peu plus préoccupés de l'avenir de leur quartier, qui ont envie d'apprendre, de transmettre et d'aider les autres. Et donc ces personnes, on les salarie en contrat à durée indéterminée. Donc on n'est pas du tout, on s'est posé la question d'être sur de l'auto-entreprise, mais en fait, si vous voulez que des personnes qui n'ont jamais travaillé et qui sont, je dirais, dans une crainte par rapport à ce type de métier, et c'est pas du tout évident, si vous voulez les sécuriser et leur permettre de prendre confiance en eux-mêmes, le contrat de travail en contrat à durée indéterminée est très important. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais travaillé, et en tout cas pas dans ce genre de contrat en CDI. Et alors l'originalité, c'est que ces habitants qui vont faire du porte-à-porte, hein, c'est ça leur métier, à un quart d'heure à pied de chez eux, on est dans l'hyper-proximité, travaillent, ont une autre vie principale, et ils restent des habitants comme les autres. Donc on a la moitié d'entre eux qui sont déjà salariés et qui font des boulots divers, hein, on a des comptables, mais on a beaucoup de femmes de ménage, on a des gens qui sont dans les cantines. Et puis, vous en avez l'autre moitié qui sont des mères de famille qui n'ont jamais travaillé, des étudiants, des retraités. Dans une équipe, donc, avoir 3-4 heures par semaine, ce qui fait 15 à 20 heures par mois, c'est le contrat de travail des Voisins Malins, permet d'avoir une autre vie principale et de caser le porte-à-porte le soir, le samedi ou en journée pour ceux que ça arrange, et de constituer, avec un équivalent temps plein, une équipe de 10 personnes qui parlent toutes les langues du quartier, vont de 18 à 70 ans, ont tout type de profil et sont à l'image du quartier. Et du coup, on rentre chez tout le monde. Aujourd'hui, on a, par exemple, depuis l'origine de Voisins Malins, on a eu 30 000 entretiens avec des personnes que personne ne voit. Et nos sujets, c'est utiliser un nouvel appartement,
trier ses déchets, réduire sa facture d'eau, trouver un médecin, trouver un emploi à proximité de chez soi, comprendre comment prévenir le diabète, se débarrasser des punaises de lit. Et ces porte-à-porte qui sont donc qui génèrent de la valeur sociale et économique sont facturés aux entreprises de services urbains qui sont en échec dans cette communication avec les habitants dans les quartiers. Donc on a Veolia, Engie, Enedis, AG2R, Vinci, avec lesquels on construit ces missions d'information et auxquelles on ramène énormément d'informations sur comment les gens fonctionnent et comment il faudrait changer le service. Voilà. Merci Anne pour cette présentation. Alors là, on comprend bien l'intérêt à la fois des voisins à qui on rend visite, qui d'une certaine façon sont quand même inclus de manière plus intelligente dans leur vie de quartier, qui comprennent mieux leurs droits, leurs devoirs, le cas échéant, et en tout cas comment mieux s'y prendre. On comprend bien l'intérêt pour les gens auxquels vous facturez ces prestations, mais il y a aussi un intérêt que vous avez évoqué brièvement pour les voisins malins eux-mêmes, ces emplois à temps très partiel que vous avez décrits, pour lesquels je crois qu'ils bénéficient de formation également, finalement, ça a un impact sur la vie de ces gens-là, au-delà des quelques heures par semaine qu'ils consacrent en fait à ou par mois d'ailleurs, qu'ils consacrent à être des voisins malins. Ça change leur rapport au travail d'une façon générale. Vous m'avez décrit plusieurs types d'exemples de ce que ça pouvait donner sur quelqu'un de devenir voisin malin. Que ce soit une femme au foyer qui n'a jamais travaillé, que ce soit quelqu'un qui travaille déjà. J'aimerais vous entendre un peu sur cet impact de cet emploi de voisin malin sur le rapport à l'emploi plus généralement. Alors aujourd'hui, on a 80 voisins malins. Il y en a la moitié d'entre eux qui n'a jamais travaillé. Et on peut dire que depuis la naissance de voisins malins, on a eu un départ d'environ la moitié d'entre eux. Et ce départ s'est fait pour une grande majorité des cas pour des raisons extrêmement positives à nos yeux. Alors c'est très dur de perdre des gens qui ont été formés et qui sont investis dans le projet. Mais ce départ s'est fait soit parce que certains voisins malins ont décidé de créer leur entreprise. Donc, par exemple, il y a une femme qui avait des talents de coiffeur et qui, après 3 ans de vie chez Voisins Malins, s'est dit, ben voilà, moi j'ai compris, ma vocation c'est d'être entrepreneur, je peux ouvrir mon entreprise de coiffure à domicile. Donc elle a créé sa petite boîte. Et au bout d'un moment, elle n'arrivait plus à faire son porte-à-porte, donc elle a quitté Voisins Malins. On a des étudiants, on a à peu près, sur les 80, on a une quinzaine d'étudiants, et donc qui restent en général 1 ou 2 ans chez nous. C'est leur première expérience professionnelle, et ils trouvent un emploi très facilement derrière. Il y en a qui trouvent, même qui sont pendant leurs études, cherchent des alternances, et qui, grâce à la fois au réseau, mais surtout à l'assurance que donne ce métier, vous allez quand même, vous apprenez des sujets que vous ne comprenez pas. Vous devenez expert pendant 6 mois de comment traiter les punaises de lit, comment choisir un distributeur d'énergie et acheter ces équipements pour consommer moins d'électricité. Enfin, tous les sujets dont on traite, comment ouvrir un droit, les questions de diabète, les questions de cancer du sein. Enfin, voilà. Donc, il y a un apprentissage et il y a le fait de se sentir capable de comprendre un sujet complexe et d'être digne de confiance pour les entreprises qui nous confient ces métiers pour aller le transmettre à d'autres. Donc ça, c'est énormément... à la fois, ça permet une agilité, une prise de confiance en soi, une découverte de différents sujets. Et ensuite, le fait d'être utile aux autres est également un facteur de construction personnelle très très forte. Et donc, les voisins malins... Et ensuite, les voisins malins travaillent beaucoup en équipe. Donc, ils savent aussi prendre la parole, on développe l'intelligence collective. Donc ce sont énormément de compétences dont parlait Saïd, qui ne sont pas des diplômes, mais qui sont liées à une appétence personnelle, une envie d'apprendre, une curiosité envers les autres. Et ce sont ces compétences qui valent très cher. Et la moitié des voisins malins qui sont en emploi ont des promotions professionnelles. Donc ils nous quittent aussi parce qu'ils en ont marre de prendre toute leur RTT pour faire du porte-à-porte. À un moment, ils sont obligés de partir. Merci beaucoup Anne. Alors précisément Saïd, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui mentionnerait sur son CV qu'il est voisin malin aurait des chances supplémentaires? Est-ce que à une époque on disait c'est bien de faire
des activités extra-estudiantines, de s'impliquer dans des associations, etc. Finalement, Voisin Malin, c'est proche dans l'esprit de ce genre d'investissement. Et vous pensez que les recruteurs sont capables de percevoir les qualités humaines derrière ce genre d'investissement? C'est d'abord en fait un exercice de communication, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Voisin Malin, c'est d'abord une expérience. C'est une expérience qui développe des compétences. Donc ça fait des individus plus forts. Tu parlais d'experts tout à l'heure, tu vois, donc on sort des technicités particulières, et donc il faut savoir le marketer, il faut savoir le positionner dans un CV, il faut savoir l'introduire dans un discours pour ne pas le vivre comme étant une petite expérience à la marge sur un concept qui est en voie de développement, mais comme étant véritablement en fait une expertise qu'on assume. Et c'est ça qu'on propose donc à un futur employeur qui peut être intéressé par cette expérience. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que Voisin Malin, c'est des formidables tremplins de reconnexion en fait avec le monde économique. Et c'est ça en fait qui fait la différence sur des populations qui sont un peu moins dans les radars, un peu plus déconnectées, et qu'on reconnecte grâce à cette expérience et qu'on transforme, on en fait des véritables salariés avec de la valeur, avec un potentiel de développement. Et je pense que ce dont on a besoin en France, c'est d'articuler ce mouvement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a ces fameux effectivement métiers urbains, ces nouvelles opportunités professionnelles, ces marchés qui nécessitent en fait des compétences, mais on n'est pas capable d'articuler avec la population locale. Parce qu'on a un service d'emploi qui est un service d'emploi généraliste, donc on lui demande de faire un travail global, et en fait on a de plus en plus besoin de faire un travail spécifique. Et pour faire ce travail spécifique, il est intéressant d'accompagner les organisations, mais également, il est important aussi d'accompagner différemment les individus en mettant en perspective tout ce qu'ils savent faire et de les mettre en lien directement en fait, avec d'autres opportunités. Et donc ça, c'est véritablement un changement de mindset. Il faut retravailler en fait, cette capacité de connecter avec les entreprises d'une autre manière. Et est-ce que vous diriez que ce qu'on voit se dessiner là, des emplois à temps très partiel ici, des jobs d'auto-entrepreneurs là, est-ce que ça dessine l'emploi de demain finalement, ce qu'on appelle les slashers qui cumulent plusieurs emplois, ou est-ce que vous pensez que le CDI dans une entreprise standard va rester encore la règle, le Graal, ce vers quoi vont tendre les générations de demain? C'est vraiment très complexe de répondre à cette question. Ce que je sais, c'est qu'à partir du moment où on arrive sur une expertise qui est confirmée, cette expertise, à un moment donné, elle va durer et on peut faire un full-time sur une expertise à terme. Vous voyez, donc on peut avoir un savoir-faire sur comment on s'occupe de la question en fait, des punaises, mais s'il y a d'autres besoins ailleurs et qu'on est véritablement bon sur ce sujet-là, peut-être qu'on peut en faire aujourd'hui dans une expertise particulière et en faire un métier full-time et développer ses compétences et être toujours proactif. En fait, ce qui est dangereux, moi je pense que ce qui pose problème, c'est quand on s'arrête finalement à une petite tâche qui est assumée et sur lequel il n'y a aucune projection. Ça, c'est dangereux. Merci Saïd. Je vais redonner la parole à Benjamin. Vous avez rapidement évacué tout à l'heure la question de socialement Uber, c'est pas vous. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques précisions sur la façon dont vous essayez d'éviter justement les dérives d'une certaine forme de nouvelle économie, les grandes plateformes, et ce que ça peut, au contraire de l'inclusion, ce que ça peut provoquer en matière de précarisation finalement des contributeurs? Alors plusieurs points. D'abord, nous, quand on a fondé Stuart, on s'est évidemment posé toutes ces questions. On s'est dit quelles sont d'abord les garanties, les assurances, les protections qu'on pourrait réintroduire dans ce modèle et qui peuvent exister ailleurs. Donc avant même de faire la première course sur l'application, on a mis en place avec AXA une assurance. Donc ça paraît idiot, ça paraît simpliste, mais les autres n'en ont pas. Quand je dis les autres, c'est d'autres applications internationales, etc., qui tout simplement viennent de pays étrangers où le sujet est moins important. Donc on a mis en place une assurance qui garantit d'abord la personne du livreur. Ça paraît idiot, mais c'est extrêmement important. Donc la personne du livreur, des dommages corporels, des dommages matériels. La deuxième chose... Mais ça, excusez-moi, mais par exemple, chez Uber, ils sont quand même assurés, non?
Alors, ce sont des voitures, donc ils ont des assurances pro au titre de leur... Là, je parle vraiment au sens large de la livraison, plutôt vélo, etc. Oui, où on a des plateformes aujourd'hui qui opèrent dans Paris et qui font appel à des vélos ou à des motos sans leur demander ni d'être auto-entrepreneur, ni leur mettre à disposition une assurance, et ni vérifier qu'ils sont, lorsqu'ils sont motorisés, titulaires d'une capacité de transport. C'est-à-dire ce sont des professionnels du transport. Donc il y a des gens qui font absolument fi des lois dans cet environnement-là. Nous, on a mis en place des assurances. Quoi d'autre? Ensuite, il faut créer un modèle où la flexibilité, elle est réelle. Il ne faut pas bâtir une espèce de dépendance ni structurelle ni économique. Donc il faut absolument avoir cette flexibilité, avoir une plateforme très ouverte, autoriser le multiplateforme, et puis avoir conscience que, pour beaucoup, ces applications-là sont aussi des passages dans une vie. C'est-à-dire des passages, c'est-à-dire que c'est un complément de revenu pour plus de 60% des gens, et pas un revenu unique. C'est un complément de revenu pour un étudiant. C'est un complément de revenu pour un intérimaire, pour un photographe, pour un graphiste, pour un intermittent du spectacle. Ce sont ça les gens aujourd'hui, et des jeunes retraités aussi, pour la partie piéton, qui sont sur nos plateformes. Donc c'est avoir cette conscience-là et leur donner du coup accès à d'autres choses. Donc on travaille en ce moment sur des accès à des validations des acquis. On travaille également avec la Mutuelle Générale sur comment recréer une mutuelle générale d'auto-entrepreneurs qui protège. Donc voilà, l'idée c'est comment en étant une plateforme française, on peut avoir conscience qu'il y a une opportunité qui est géniale pour tous, parce que l'économie dont je suis issu, c'est 13 000 emplois salariés indirectement créés ces 3 dernières années, et 200 000 auto-entrepreneurs qui ont principalement leurs revenus sur une plateforme, issus d'une plateforme, tirés d'une plateforme. Donc l'opportunité, il faut la saisir, mais il faut créer un modèle français qui marche avec justement un certain nombre de garanties, donc des assurances, des mutuelles, l'accès à la formation, et puis la réelle flexibilité de l'accès à cette opportunité. Mais quand vous dites c'est un complément de revenu, c'est pas leur activité principale, mais vous n'en savez rien, et en tout cas vous n'y pouvez rien, vous ne pouvez pas les en empêcher s'ils décident de faire ça tout au bout. De toute façon, ça ne peut pas constituer un salaire avec lequel vivre, c'est ça en fait? Alors, pas du tout. Alors, on en sait quelque chose quand même, parce qu'on a aujourd'hui plus de 5000 livreurs qui sont inscrits sur notre plateforme, et on sait exactement quels sont les revenus générés. On a quand même une partie non négligeable qui, chaque mois, va recevoir entre 2000 et 2500 euros par mois. Donc, ce sont quand même des revenus qui deviennent très significatifs parfois. Par contre, les écarts types sont effectivement très importants. Donc on a celui qui va se connecter quelques heures et celui qui va le faire de manière plus assidue. Mais là où en fait vous avez effectivement raison, c'est que la flexibilité elle est réelle. Donc les gens décident de la quantité de temps qu'ils sont prêts à passer connectés sur ces plateformes. D'accord, merci. Sophie Vigier, je me tourne vers vous de nouveau pour vous poser des questions concernant en fait les modèles de financement de votre Web Academy, parce que finalement vous avez une double mission, à la fois effectivement d'inclure, de faire revenir dans une voie professionnelle un peu normalisée, des gens qui ont été en décrochage scolaire, mais également de contribuer à justement assouplir cette tension dont on parlait tout à l'heure sur le marché de l'emploi, sur une certaine catégorie de métiers. Et finalement, qui paye pour ça? Et est-ce que vous pensez que ça doit changer? Il y a différents modèles, il y a différentes solutions. Comme nous, on est sur une formation qui est assez longue, mais qui correspond aussi à un certain public, c'est-à-dire qu'un public décrocheur, vous ne pouvez pas le former en un mois ou deux à un métier. Il faut lui redonner confiance dans les institutions, lui redonner un rythme de travail. Et deuxièmement, je crois qu'il y a malheureusement une grande méconnaissance du métier de développeur et de développeur web, et qu'on a parfois l'impression que c'est un métier qui peut s'apprendre extrêmement rapidement en quelques mois. Il n'en est rien, c'est un métier complexe qui demande un apprentissage long. Donc la première année, c'est une année intensive qui est du coup financée par différents biais. Pour ce qui est de Paris, on a des partenaires privés, principalement Microsoft, qui a été le premier partenaire historique de la Web Academy. Et puis, on a d'autres partenaires qui sont des fondations, qui sont venus, qui ont rencontré ces jeunes et qui ont toujours eu un coup de cœur parce que c'est vraiment des histoires humaines qui sont très touchantes. Et donc, on a des fondations, Porticus, Fondation Batigère, etc. Alors, en tout cas, pour ce qui est de Paris, les pouvoirs publics ne se sont pas saisis de ce problème. En tout cas, pour ce qui concerne la Web Academy. En deuxième année, ce sont les OPCA, les OPCA, qui sont des collecteurs de la taxe d'apprentissage, qui vont financer la formation puisque les jeunes sont ce qu'on appelle en contrat de professionnalisation.
Alors ça, c'est pour Paris. Et puis pour Lyon, on a la chance d'être accompagné par le conseil régional à travers un dispositif qui s'appelle le CARED, qui est une forme d'aide au retour à l'emploi, où la région va financer la formation. Donc en première année à Lyon, c'est la région qui finance la formation. De manière générale, là, on va aller dans d'autres villes, puisqu'on va aller s'étendre a priori à Toulouse, à Marseille, à Nancy, à Strasbourg. Et donc, systématiquement, on va quand même aller voir les pouvoirs publics et puis, évidemment, taper à la porte des régions, parce qu'on a quand même un retour sur investissement qui est quand même absolument énorme, puisqu'on part de jeunes qui sont en décrochage, qui sont donc en général des jeunes qui vont aller vers des emplois qui sont quand même peu qualifiés, si tant est qu'ils aient un emploi, parce qu'on est souvent sur des jeunes qui vont la plupart du temps être au chômage, ou voire pire. Et donc, ce sont des jeunes qu'on remet en emploi, qui ont quand même des salaires, premier salaire, un salaire à la sortie de la Web Academy, c'est entre 25 et 30 K annuels, c'est le tout premier salaire, et avec des opportunités de carrière qui sont très importantes. Donc ça veut dire des jeunes qui fournissent de la richesse, qui vont payer de la TVA, des impôts, etc., mais aussi qui accompagnent la croissance de l'économie numérique, puisque ce sont des jeunes qui vont faire les petites mains de l'économie numérique de demain. Et ça fait un peu écho à ce que vous citez comme exemple, comme salaire, etc., avec ce que vous disiez tout à l'heure sur cette obsession du diplôme en France. Bon, c'est un diplôme, mais c'est pas, j'imagine, ce que vous aviez en tête quand vous parliez de diplôme. On voit là qu'il y a des jeunes qui ont décroché parfois au collège, d'après ce que vous m'avez dit, qui se retrouvent à avoir finalement des emplois et des salaires quasiment similaires à des jeunes issus de formations beaucoup plus standards. Est-ce que vous pensez que c'est un signe positif? Est-ce que vous avez l'impression que ce genre de choses va se généraliser quand même dans les prochaines années? Pour moi, c'est une excellente nouvelle et on ne le dit pas assez en fait. Ce qui s'est passé, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est des ça ne jeunes... motiverait pas trop les jeunes. Moi, j'ai un fils là. Si je commence à lui dire ce genre de choses, il va me dire j'arrête tout de suite. Le problème, c'est que c'est une réalité. C'est une réalité. Et c'est en effet, c'est disruptif et c'est gênant. Et c'est vrai que des fois, on se demande mais comment il est possible? Parce que moi, j'ai des jeunes qui sont sortis en 5e, par exemple, et qui maintenant ont un merveilleux emploi, une carrière et des possibilités. Mais tant mieux, je trouve, pardon, mais vraiment, pardon, je t'ai pris la parole. C'est ça, donc d'un côté, en fait, on avait soit des jeunes qui étaient en déshérence, parfois même à tenir des murs, soit des parcours d'insertion traditionnels, avec l'attente éternelle de ce fameux RSA. En fait, on est là. Et de l'autre côté, cette capacité à rentrer dans un programme dynamique, innovant, connecté avec les réalités en fait, du monde économique, et puis un salaire moyen de la première promo de 2000 € net. C'est juste hallucinant. Donc du coup, on voit bien qu'il faut arrêter avec ces politiques d'accompagnement traditionnelles et miser un peu plus aujourd'hui, accompagner. C'est pas normal que la Web Academy aujourd'hui ait autant de difficultés à convaincre les pouvoirs publics sur un sujet comme celui-ci. C'était bien le sens de ma question. Je rappelle simplement un chiffre qui est ahurissant. Quand France Stratégie livre son rapport il y a 4 semaines sur le coût des discriminations, c'est 150 milliards de pertes pour l'économie française, c'est 6 points du PIB. Donc on marche bien sur la tête, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'est pas capable de booster des initiatives comme ça qui aujourd'hui mettent le pied à l'étrier des gens qui ont envie de réussir mais qui sont juste malheureusement déconnectés et qui peuvent très vite remonter dans le train, eh bien, on fait une énorme erreur stratégique. Et alors maintenant que vous êtes connu, est-ce que vous refusez du monde? Combien de personnes font vos promotions? Non, vous prenez... Non, alors je pense qu'on n'est peut-être pas assez connu et non, on ne refuse pas de monde, on essaye d'accompagner au mieux tous les jeunes qui viennent à nous. En revanche, on a créé une nouvelle promotion qui s'appelle Ambition Féminine. Oui, j'allais vous en parler. Ah pardon. Je vous laisse. C'était une question que je voudrais poser à tous en fait, parce qu'on a parlé beaucoup là d'inclusion sociale, d'inclusion professionnelle liée à la diversité, liée au décrochage scolaire, etc. Mais il y a une inclusion dont d'ailleurs on parle assez peu, je trouve, mais il y a quand même quelques tables rondes qui sont focalisées là-dessus, c'est l'inclusion des femmes, des jeunes filles, des petites filles, le cas échéant. Qu'en est-il? Et alors, j'aimerais que chacun d'entre vous témoigne de ce que vous observez de votre propre poste d'observation, mais également, est-ce qu'à votre avis,
telle que se dessine la société de demain, la place des femmes professionnellement est appelée à s'améliorer ou pas forcément et pas sous certaines conditions. Alors donc, pardon. Allons-y pour Ambition Féminine. Alors donc allons-y pour Ambition Féminine. Donc on s'est aperçu, c'est assez stupéfiant. Comme vous l'avez compris, après tout le monde n'a pas à devenir développeur web, mais c'est quand même des opportunités absolument extraordinaires que l'on peut prendre, même justement sans avoir le baccalauréat. Or, on constate tout de même que dans les métiers techniques, on a un pourcentage de présence féminine qui est extrêmement faible. À la Web Academy, on a 101 certifiés avec seulement 10 jeunes femmes. Donc on n'est qu'à 10%. Et traditionnellement, de toute façon, alors qu'on peut se retrouver avec un peu plus de 50% de jeunes filles en terminale scientifique, il y a un effondrement qui se fait par la suite sur tout ce qui est carrière de type ingénieur ou vraiment purement scientifique. Alors, du coup, dans le domaine des IT, des nouvelles technologies, on a très peu de jeunes femmes qui sont développeurs ou qui sont dans tout ce qui est R&D. C'est dommage, d'abord parce qu'on a besoin de personnes et parce qu'en plus, ces jeunes femmes pourraient tout à fait envisager ces emplois. Les raisons pour lesquelles ça ne se fait pas, elles sont multiples. Il y a des raisons culturelles qui sont que on demande aux jeunes filles, vous remarquerez bien que les valeurs qu'on porte sur les jeunes femmes ne sont pas les mêmes, je ne vais pas vous expliquer tout ça, que sur les hommes, et qu'on leur dit c'est bien, qu'est-ce que tu es mignonne et qu'est-ce que tu es gentille. Plutôt qu'un garçon, on lui dira c'est bien, t'es valeureux, t'es fort, etc. Et les femmes se portent plus naturellement vers des métiers qui sont des métiers qui vont aider la société, qui sont des métiers plus communautaires. Alors qu'elles ont tout à fait les capacités, on le sait, ça n'est pas genré, de pouvoir aller sur des métiers destinés aux sciences. Par ailleurs, le métier de développeur est un métier très peu connu, avec une image qui n'est pas juste, qui est celle un peu d'un nerd, d'un geek, où on passe sa journée sur un ordinateur à voir que des chiffres. C'est pas du tout ça, hein. C'est un métier hyper créatif, où on est connecté, on est en lien avec les autres, on travaille avec plein de monde, et on est dans des équipes, on discute. Donc c'est des métiers qui malheureusement sont peu connus. Et dernière chose qui est assez vraie, c'est vrai que l'accueil n'est pas nécessairement toujours très bon. Et c'est vrai que quand vous arrivez dans un milieu justement hyper masculin, c'est assez difficile d'être une femme dans ces milieux-là. On peut être un peu hyposexualisé ou hypersexualisé. Donc c'est pas tout à fait évident. D'où il n'y a pas non plus de modèle aussi pour se projeter pour ces jeunes filles. Donc du coup, on a voulu créer une nouvelle promotion, une promotion Ambition Féminine, où on a inversé la vapeur. Et elle a commencé là le 7 novembre. Et on a 80% de filles et 20% de garçons. Ça doit leur faire tout bizarre, les garçons, de se retrouver au milieu de toutes ces filles, non? Ils sont ravis. Bon, et les filles aussi? Ils sont très heureux et les filles sont ravies. Mais c'est quand même assez étonnant de se dire qu'elles ont rejoint cette promotion parce qu'il y avait écrit Ambition Féminine. Et que du coup, elles se sont dit, ah oui, Ambition Féminine, du coup, c'est aussi pour moi, pour une femme, c'est possible. Et en fait, ça les a aidés à se projeter. D'application des quotas sans vraiment le dire, ce que vous avez fait là. Pardon? C'est une forme de quota qui dit pas son nom, d'une certaine façon. Alors, en fait, discrimination positive. L'idée, oui, de toute façon, on va pas se mentir, hein, c'est une discrimination positive. Mais attendez, moi, j'ai pas le but. Par ailleurs, c'est pas qu'il y ait encore une promotion Web Academy Ambition Féminine dans 3 ans. Ouais. Moi, l'idée, c'est pas ça, c'est qu'elles disparaissent. L'idée, c'est de faire un appel. L'idée, c'est un effet, c'est porter un message. C'est de montrer aux jeunes femmes qu'elles peuvent aller vers ces métiers. Après, il n'est pas question de continuer dans cette branche-là. Et la discrimination positive, elle a un intérêt quand le balancier, il allait trop d'un côté et qu'il faut le renvoyer de l'autre. Voilà. Après, quand ça s'équilibre, on arrête. Merci. Anne, alors vous, en revanche, est-ce que les voisins malins ne sont pas surtout des voisines malines, finalement? Oui, on a 80% de femmes. Donc, en fait, tout ce que vous expliquiez tout à l'heure sur l'impact positif de ces quelques heures travaillées pour voisins malins, ça permet d'inclure sur le plan professionnel essentiellement des femmes, finalement. Ça permet d'inclure, et une partie d'entre elles disent pas je travaille chez Voisin Malin, elles disent je suis voisin malin, je suis une voisine maline. Donc il y a la construction d'une identité et d'une identité de leader en réalité. Et là, je pense qu'on développe un leadership que j'appelle positif, qui est un leadership qui est beaucoup dans l'écoute, déjà dans le fait de dire au départ je sais rien mais je suis capable d'apprendre, et ensuite quand je vais voir un voisin en porte-à-porte, je commence par l'écouter et je lui assène pas ma vérité, ma science. D'abord je viens de la voir et j'en suis pas toujours si sûre que ça, mais ensuite je l'écoute, il a quelque chose à me dire, il a lui-même une part de science, de vérité, et à partir de là les gens prennent confiance, se sentent capables d'agir eux-mêmes, de faire une démarche, de prendre rendez-vous, de sortir de chez eux, c'est l'objectif. Et je pense que ces compétences de leadership
positif, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler. Donc, ce n'est pas ceux qui prennent des micros sur les places publiques, ceux qui haranguent les foules, mais c'est ceux qui, à travers ces tas de contacts au quotidien, sont capables d'entraîner d'autres personnes à développer leurs propres compétences et leur propre audace. Eh bien, je pense que c'est un métier, je pense que c'est une valeur féminine et que la société en a besoin, les entreprises en ont besoin, on en a tous besoin. Et il se trouve que ces femmes, au bout d'un certain temps, elles ont tellement confiance en elles qu'elles vont dans des assemblées s'adresser à des politiques, à des entreprises, et qu'elles les secouent pas mal. Elles finissent par haranguer les foules. Bon, elles finissent, oui, tout à fait. Oui, oui. Mais est-ce que vous pensez aussi que ça peut modifier l'image qu'ont de leur mère les enfants dans ces quartiers, et singulièrement les filles finalement, et qui du coup de se projeter dans un destin qui soit moins genré que ce qu'on a connu ces dernières années? Oui, alors il y a beaucoup de casse. La moitié des voisines malines, au bout d'un an, ont des problèmes conjugaux. Ça, c'est une réalité, parce qu'elles en savent plus que leur mari, voilà. Qu'elles prennent de l'assurance, qu'elles connaissent beaucoup de gens dans le quartier, beaucoup plus que lui, et du coup, on se retrouve avec des situations familiales extrêmement complexes. Donc, voilà, on génère pas mal de femmes seules avec enfants. Donc, il faut passer un cap difficile, on les accompagne là-dedans. Vis-à-vis des enfants, oui. En plus, les enfants accompagnent parfois les mères en porte-à-porte ou viennent aux réunions. Et je pense qu'en effet, c'est un beau modèle pour les enfants. Merci Anne. Je vois qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Est-ce que Benjamin, vous voulez réagir là-dessus? Alors, puisque vous savez presque tout de vos... comment vous les appelez? Parce que là, on a des voisins malins, des web académiciens et les Stuart. Les coursiers indépendants. Pardon? Les coursiers indépendants. Les coursiers indépendants. Bon, alors est-ce que ce sont plutôt des coursiers ou des coursières? Eh bien, non, simplement ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai qu'on se rend compte que de plus en plus, les femmes vont aller et vont faire des activités qui sont historiquement plutôt dites activités masculines. Et on le voit aussi bien dans nos équipes salariées, donc aux opérations, qui sont quand même des métiers au départ très virils, et où finalement 50% de nos équipes sont composées de femmes. Donc c'est assez sympa, et au contraire, ça apporte une toute autre touche, et ça se passe très très bien au contraire. Et au sein des équipes des coursiers qui sont sur la plateforme, effectivement, de plus en plus de coursières. Alors ça reste encore une minorité. Oui, je pense que c'est en dessous des 20%. Mais ceci dit, ça se passe très bien, et on aimerait qu'il y en ait encore plus. Donc au contraire, il ne faut pas hésiter, je pense, quand on est une jeune fille, vous lancez un appel à se lancer, pourquoi pas, dans des métiers qui paraissent au départ plutôt masculins, mais qui ne le sont absolument pas. Il n'y a pas de raison. Saïd, peut-être sur cet aspect des femmes et de l'inclusion sous cet l'angle du genre, est-ce que c'est un des sujets dont vous vous occupez, et est-ce que vous voyez cette discrimination s'exercer, et est-ce que vous la voyez peut-être diminuer, on espère, au fil du temps? On s'est aperçu en fait qu'il y avait une accumulation des discriminations. Donc on a d'abord un phénomène de discrimination sur l'origine sociale. Moins de réseaux, donc forcément moins connectés au monde économique. À cette discrimination sociale vient s'ajouter en fait le phénomène en fait de l'origine culturelle. Donc le fait d'être noir, arabe, asiatique, ça pose un problème. On rajoute ensuite un facteur qui est la question de l'origine religieuse présupposée. Et donc quand on parle d'une origine juive ou musulmane, ça devient encore plus compliqué. Et quand on rajoute le facteur genre, eh bien là ça devient explosif. Donc ça c'est une réalité scientifique qui a été démontrée. Il faut savoir que cette conséquence en fait de cumul de discrimination, elle fait que, par exemple concrètement sur les femmes, il y a le sentiment d'être moins capable que. Et donc, il faut absolument déconstruire ça. Chez les femmes ou chez les femmes? Chez les femmes, absolument. Donc, nous, sur les jeunes diplômés femmes des quartiers populaires, on a décidé de monter un programme dédié. C'est le programme Passerelle, où grâce en fait aux recettes générées, grâce à nos prestations, en fait, c'est aussi ça, être une entreprise sociale. Grâce aux prestations vendues de recrutement, eh bien, on arrive à dégager des revenus pour payer des coachs individuels qui vont prendre nos jeunes femmes pendant 6-7 séances, et elles vont gratuitement en fait suivre des ateliers avec des professionnels pour pouvoir travailler la question en fait de l'autocensure et prendre confiance en elles. Et moi je suis assez radical en fait sur ce sujet-là. Je pense qu'il faut faire émerger des rôles modèles, et je pense qu'il faut imposer en fait sur des postes à responsabilité, évidemment à compétences égales, des femmes, parce que faut pas oublier qu'une partie, une population, enfin les femmes, c'est une personne sur deux de la population active en France. Et donc si on ne fait pas ce travail de valorisation, eh bien, on passe à côté en fait aussi de création de richesse.
Très bien, bah, écoutez, je vous remercie tous et toutes donc, pour cette table ronde sur les emplois dans les villes de demain. Et